Ce n'est pas un revenu, donc on n'est pas fiscalisé. C'est toujours le moyen de financement, on va dire, préféré des riches de ce monde, hein. C'est vraiment, on va dire, une ligne de crédit à vie qui suit l'évolution des taux d'emprunt européens. On travaille avec une banque qui accepte le collatéral de crypto. Aujourd'hui, on peut ouvrir une assurance vie au Luxembourg à partir de 250 000 euros, même à partir de 100 000 euros chez certains acteurs. Peut-on vraiment développer son patrimoine sans jamais vendre ses actifs ? C'est l'une des promesses, parfois mal comprises, du Crédit Lombard, un outil encore méconnu du grand public mais massivement utilisé dans la gestion de fortune. Dans l'épisode du jour, je reçois Ronan Lebihan, conseiller en gestion de patrimoine chez Prosper Conseil, pour démystifier le fonctionnement concret du Crédit Lombard, comment il permet d'emprunter sur la base de son patrimoine financier, pourquoi les investisseurs avisés le préfèrent à la vente d'actifs, quelle différence entre les versions françaises et luxembourgeoises du Crédit Lombard, et comment ce levier peut servir des objectifs très variés, complément de revenus, achat immobilier ou même indépendance financière. Ronan nous partage aussi les conditions d'accès, les risques à maîtriser ainsi que les meilleures et les pires utilisations qu'il a pu observer en accompagnant ses clients. Un épisode à la fois technique et stratégique pour mieux comprendre un outil longtemps réservé aux plus aisés et désormais en voie de démocratisation. Si tu veux toi aussi explorer le potentiel du Crédit Lombard dans le développement de ton patrimoine, tu peux entrer en contact avec Prosper Conseil qui pourra t'accompagner en te rendant sur le lien investisseur avec un s40.com/prosper, PROSPER. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur le Crédit Lombard avec Ronan. C'est parti. Salut Ronan, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco. Merci beaucoup de nous rejoindre et de nous permettre de discuter d'un thème qui me travaille depuis un petit moment, parce qu'on entend un peu parler de plus en plus, j'ai l'impression, c'est le Crédit Lombard, et ça me travaillait de pouvoir en parler plus en détail avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne connaissent pas encore ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Ronan, j'ai 40 ans, je suis conseiller en gestion de patrimoine chez Prosper Conseil depuis 2023. Avant ça, j'ai travaillé dans l'industrie, dans la construction navale, donc quelques années en Asie. Donc, je connais bien aussi certaines problématiques rencontrées par nos clients expatriés. On gagne souvent bien notre vie, mais on ne sait pas comment cotiser pour la retraite. On ne sait pas forcément comment placer nos économies du fait d'un manque de culture, d'éducation financière en France. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé naturellement à me former sur la finance et très vite c'est devenu une passion. Ça marche. Ouais, donc toi t'es pas du cru de la gestion de patrimoine, quoi. C'est intéressant. T'as bossé dans l'industrie avant de te mettre dans les finances perso. T'avais toi étudié un peu, t'avais travaillé sur tes finances perso de manière un peu plus structurée, en étant employé, salarié à côté, ou comment c'est vrai que en fait chez Prosper Conseil on est quasiment tous on n'est pas de la finance traditionnelle, j'ai envie de dire. On est tous en reconversion professionnelle. On est beaucoup à venir de l'industrie. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à la finance très jeune. On va dire que ça remonte même à la troisième. J'ai fait mon stage de troisième dans une banque. J'étais intéressé pour voir comment ça fonctionnait. Mais c'est vraiment, à partir de 2010, j'ai commencé à investir en immobilier. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est un peu plus tard que je me suis mis aux actions et puis c'est vrai qu'en étant expatrié, j'avais quand même beaucoup de temps pour me former et c'est là vraiment que je suis monté en compétences. Mais oui, c'est vraiment à partir de 2017 que je me suis formé, que j'ai commencé à conseiller ma famille, mes proches. Et je me suis mis à mon compte. Je voulais vraiment être indépendant. Je voulais pas travailler pour une grande structure. Et c'est là qu'une opportunité s'est présentée chez Prosper Conseil. J'avais contacté Nicolas au tout début quand j'ai vu qu'il avait créé le cabinet en 2022. Et il m'a dit je pense pas qu'on te recontacte avant un an. Et au final, un mois plus tard, il me recontactait, il me disait finalement il y a beaucoup de demandes. Est-ce que tu peux commencer le mois prochain? Donc j'ai dit go. Et je regrette pas depuis.
c'est une belle aventure. Yes, carrément. Ouais, il m'avait expliqué quand après son passage là qu'il y avait énormément de demandes. C'est fou comme ça a bien boosté. Par curiosité, quand tu parlais des erreurs sur l'immobilier en 2010, quand tu t'es lancé, c'était quoi? C'était les erreurs. Pourquoi? Parce que pour toi, parce qu'il y en a plusieurs types. Disons que la première, en fait, c'est que maintenant, avec le recul, et c'est ce que je conseille avec mes clients, bien sûr, c'est de mettre le moins d'apport possible. Moi, j'ai un peu suivi mes parents qui, eux, ont connu des taux dans les années 80-90 qui étaient pas du tout les mêmes que les nôtres, forcément, et il fallait mettre le plus d'apport possible, emprunter le moins possible auprès de la banque. Moi, j'ai emprunté à l'époque, c'était quand même proche des 4%. Mais ça reste quand même intéressant si on place bien son argent à côté. Donc j'avais mis beaucoup trop d'apports et j'avais acheté un bien un petit peu atypique, qui a été un petit peu compliqué à la revente. Mais voilà, ça a été 2 erreurs que aujourd'hui je ne referai pas, je pense, bien sûr. Donc finance perso, tu te lances toi à ton compte, tu construis tes connaissances déjà en perso, et puis tu commences à développer des compétences et tu commences à conseiller les gens, et puis après du coup tu es devenu conseiller auprès de Prosper Conseil. Quelle est ta relation avec le thème d'aujourd'hui, du coup Crédit Lombard? Comment tu l'as abordé? Est-ce que tu l'as abordé pour ton perso, ton patrimoine perso déjà à la base, ou comment? Non, c'est vrai que c'est arrivé après, quand je suis arrivé dans le cabinet. Moi, tout ce que je conseillais à mes proches, ma famille, c'est vraiment des placements que j'avais testés par moi-même, hein, comme Nicolas et Ludovic, hein, sur leur site Avenue des Investisseurs, ils parlent de placements qu'ils ont eux-mêmes expérimentés. Je ne vois pas conseiller à que ce soit ma famille, mes amis ou mes clients des placements que j'ai pas testés moi-même. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivé en 2023 pour accéder au Crédit Lombard, eh bien, ça se faisait via l'assurance vie luxembourgeoise et pour des tickets d'entrée qui étaient d'1 million d'euros. Donc, n'ayant pas cette somme, je n'ai pas pu le tester et j'étais forcément, ça m'a pris un petit peu plus de temps d'appréhension. Et c'est venu petit à petit, après discussion avec les différents acteurs du milieu, les banques, les assureurs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même très peu de contenu. Surtout à l'époque, hein, il y avait très peu de contenu sur la gestion de fortune au Luxembourg. Ça a toujours été un monde un petit peu secret. Mmh. Donc aujourd'hui, on essaye de le démocratiser. Il commence à y avoir un petit peu de contenu, mais c'est vrai que ça a été le moyen de financement. Enfin, c'est toujours le moyen de financement, on va dire préféré des riches de ce monde. Hein, se financer à crédit plutôt que de vendre des titres et d'être fiscalisé. Donc voilà, c'est venu petit à petit. Aujourd'hui, on va dire qu'on est tous plus ou moins spécialisés dans le Crédit Lombard, mais ça a été 5 ans de construction, d'expérience. On a beaucoup expérimenté tout ce qui se faisait au Luxembourg. Quand tu parles justement d'expérimentation, d'expérience, c'est sur la base donc des clients qui Prosper Conseil qui de plus en plus ont utilisé ces produits. Tu as une idée de peut-être de la proportion que ça a pris en termes de demande sur ce type de produit, ou tu vois, pour voir à quel point ça s'est généralisé en fait dans la population aujourd'hui. C'est vrai que quand on a commencé, c'était pas une demande qui était forte. On avait une clientèle qui était semi-patrimoniale aussi. Hein. Au début, nos clients, on va dire qu'ils avaient un patrimoine qui était plus faible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment tout type de patrimoine. Hein. Ça va de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, on a vraiment une clientèle patrimoniale très large comparée au début. Et il y a 5 ans, le ticket d'entrée, c'était 1 million d'euros. Donc, ça limitait forcément l'accès au Luxembourg. Aujourd'hui, on peut ouvrir une assurance vie au Luxembourg à partir de 250 000 euros, même à partir de 100 000 euros chez certains acteurs. Donc, ça se démocratise petit à petit. Les banques, assureurs essayent de conquérir cette nouvelle clientèle, on va dire, semi-patrimoniale. Avant, c'était vraiment réservé à la gestion de fortune. C'est pour ça que on trouve très peu de contenu, ils sont très peu digital. Ça se faisait un peu au bouche à oreille.
Qu'est-ce qui pour toi justement a causé cette appétence donc des distributeurs de produits qui construisent le produit comme les assureurs et les banques d'aller chercher cette clientèle? Est-ce qu'il y a derrière un push, tu vois, du gouvernement même, parce que j'entendais, je crois que le ministre, certains ministres parlaient du Crédit Lombard et notamment pour financer la défense. Ça pouvait être une façon de débloquer, monétiser, ce qui a toujours été la structure fondamentalement un peu déséquilibré en France, avec énormément d'épargne sur des comptes pas rémunérés qui pourraient être servis pour injecter dans l'économie réelle, quoi. Est-ce que tu crois que c'est un peu une conjonction de genre un accompagnement ou des incentives du gouvernement vers les banques et les assureurs pour les pousser à créer ce genre de produit, ou alors plutôt les banques et assureurs qui voient justement cette manne maintenant? Enfin, quel a été pour toi le déclencheur, la raison pour laquelle on a rabaissé le seuil et on l'a rendu plus accessible? Je pense que ils avaient atteint peut-être une certaine limite depuis des décennies. Le Luxembourg, la Suisse attirent la gestion de fortune. Pour continuer à se développer, ils ont voulu baisser le ticket d'entrée. Par contre, ils n'aiment pas travailler en direct avec les particuliers, hein, donc ils préfèrent travailler avec des professionnels, avec des conseillers financiers, des sociétés de gestion. Et ce qui a favorisé, je pense, cet exode un petit peu des encours de la France vers le Luxembourg, c'est les incertitudes, hein, de plus en plus sur la France, le fait comme tu dis, on parle potentiellement d'un fonds de défense qui pourrait être créé pour se protéger contre la Russie, ou d'un fonds qui pourrait être utilisé pour combler la dette française qui continue à dériver. Toutes ces incertitudes poussent une partie des Français à diversifier leur patrimoine, et quand on atteint une certaine surface financière, eh bien pour nous, ça fait sens de ne pas diversifier qu'en France, mais aussi dans d'autres pays comme le Luxembourg, la Suisse ou autres. La clé, hein, ça va être de diversifier vraiment sur toutes les classes d'actifs, géographiquement, sectoriellement. On ne sait pas d'où viendra la prochaine crise, et donc il faut vraiment diversifier. Et quand on est salarié français, qu'on touche un salaire en France, qu'on a sa maison en France, qu'on a 100% de son patrimoine en France, c'est un risque, selon nous. Et qu'est-ce qui fait que le Crédit Lombard il est construit au Luxembourg plus que pourquoi pas par rapport en France, tu vois? En France, ça se fait, mais c'est pas exactement similaire. Disons que déjà pour accéder au vrai Crédit Lombard, le Crédit Lombard, selon nous, c'est à taux variable et c'est ad vitam aeternam. C'est à vie. C'est une ligne de crédit à vie. C'est pas une avance sur titre. C'est pas une durée définie sur 5 ans où il faut rembourser capital et intérêt. Là, on rembourse que les intérêts, et le capital sera remboursé lors de la dernière échéance, lors du décès du souscripteur, par exemple. Ça c'est quelque chose, c'est un type de Crédit Lombard dont tu me parles. D'ailleurs, on pourra peut-être parler de comment ça fonctionne, mais j'étais pas familier avec l'idée de à vie. Pour moi, c'était 3-5 ans la durée de remboursement classique. Disons que ça, c'est le Crédit Lombard low cost qui existe en France, où ça va être une durée fixe. Mais le problème, c'est qu'on va pas pouvoir construire des stratégies vraiment performantes, parce que sur une durée de 5 ans, il faut pas prendre trop de risques pour éviter, en cas de chute des marchés, qu'on ait un appel de marge et qu'on ne puisse pas rembourser le capital, parce qu'il faudra rembourser le capital quoi qu'il en coûte dans 5 ans. Donc ça, c'est des crédits qui existent chez une banque en ligne aujourd'hui en France. Et d'autres crédits Lombard existent en gestion de fortune, mais disons que par exemple, la gestion de fortune en France, private banking, ça va être à partir d'1 million d'euros. Donc déjà, ça va être limitatif, hein. Et ces crédits Lombard, on va pouvoir trouver des taux variables. Souvent, on trouve des taux fixes. On peut avoir des taux variables, mais ça va être renouvelable tous les X années. Donc la banque peut se laisser l'opportunité de dire là les taux ont trop monté, je stoppe ou je change les conditions. Alors qu'au Luxembourg, voilà, ils ont vraiment optimisé le Crédit Lombard sur plusieurs aspects, hein. Ça fait des décennies qu'ils font ça. C'est vraiment, on va dire, une ligne de crédit à vie qui suit l'évolution des taux d'emprunt européens. Donc c'est au jour le jour.
Intéressant ça, ok. Et donc il y a deux types, tu dirais, aujourd'hui de crédit lombard finalement. C'est les crédits lombards classiques, classiques, ceux qu'on propose en France notamment, un crédit avec cette durée de 3-5 ans déterminée, ou du moins une fenêtre renouvelable, donc avec la fenêtre possible pour la banque d'arrêter si elle le veut pas. Et puis celle au Luxembourg, est-ce qu'il y a d'autres types, c'est ça les deux principaux types, tu dirais? Oui, nous, le seul crédit lombard qu'on va utiliser aujourd'hui au Luxembourg, c'est à taux variable et à durée indéterminée. C'est vraiment celui qui va être le plus flexible. On peut le rembourser à tout moment si on le souhaite, mais disons que c'est dans la plupart des banques au Luxembourg, c'est tellement compliqué d'obtenir cette fameuse ligne de crédit lombard qu'une fois qu'on l'a obtenue, on la garde à vie. Pourquoi? Parce que quand on emprunte, si on regarde sur les 30 dernières années, on a emprunté à un taux moyen de 2%, plus la marge de la banque, qui va être entre 0,8 et 2%. Donc on a emprunté, on va dire, à 3% en moyenne. C'est intéressant d'emprunter un maximum à 3% et de garder son cash qui va travailler à 5, 6, 7% en fonction de son allocation patrimoniale. Les deux leviers principaux pour développer son patrimoine dans le temps, ça va être son allocation d'actifs, quel pourcentage je suis prêt à placer en risque, en action par exemple, et quel levier je suis capable de réaliser de par ma situation personnelle et mon patrimoine financier. Avec ma situation personnelle, je vais pouvoir lever de la dette immobilière par exemple, et avec mon capital, je vais pouvoir obtenir un crédit lombard. Donc ça peut être complémentaire à l'immobilier également. Je comprends. Je comprends. Sur juste pour revenir juste sur cette ouverture, j'ai l'impression de démocratisation du crédit lombard, notamment au Luxembourg. C'est un produit d'appel pour les banques et assureurs du luxembourgeois aujourd'hui. Hein, ça, ils prennent de l'épargne qui n'existait pas avant, qui est à l'étranger, en l'occurrence en France, peut-être depuis d'autres pays aussi, et ça leur permet ensuite de nouer une relation pour, typiquement comme font les banques avec un crédit immobilier en France. Après, leur permettre de leur proposer d'autres produits de placement. C'est ça la dynamique aujourd'hui de l'industrie. Ouais. Ils ont toujours proposé du crédit lombard. Après, c'est vrai que quand on est arrivé il y a 5 ans, on a vraiment essayé de copier ce qui se faisait chez les family office, mais ça a été vraiment très compliqué. On a commencé avec une banque où la demande de crédit lombard prenait entre 3 et 9 mois, on va dire. C'est beaucoup d'échanges administratifs avec la banque, le client, une quinzaine de documents à remplir en français, en anglais, certains renvoyés par voie postale. On n'est vraiment pas dans l'ère de la digitalisation. On est, c'est un peu contradictoire. Hein. C'est des banques gestion de fortune, mais on n'est pas du tout comme des courtiers en ligne aujourd'hui. Comme on peut trouver en France, on est encore assez loin de la digitalisation, bien que ça progresse assez fortement. Et aujourd'hui, on a trouvé un acteur qui révolutionne vraiment le crédit lombard et qui permet d'obtenir des crédits lombards de façon beaucoup plus simple. Mais il y a 5 ans, on comprenait pourquoi il y avait que des family office qui faisaient ça. Il fallait vraiment un cabinet de conseillers, d'avocats fiscalistes et autres pour créer un dossier et obtenir un crédit lombard. C'est vraiment avec certaines banques, c'est toujours très compliqué. Voilà, même des professionnels ne le tentent même pas tellement c'est complexe et c'est chronophage en fait. C'est vraiment. Ok, je comprends. Et là, quand vous dites t'as trouvé un acteur avec lequel vous travaillez, c'est qu'en fait vous avez trouvé le grossiste finalement, si on peut le voir comme ça, qui construit le produit. Et vous savez, vous avez travaillé avec cet acteur pour que ça soit avec beaucoup moins de friction pour l'épargnant, que ça soit beaucoup plus simple. Et vous êtes un petit peu le détaillant par rapport au grossiste qui va permettre par rapport à un client particulier, lui donner la bonne solution et faire que ça, pour lui, ça soit assez indolore de souscrire à ce type de produit par rapport à d'autres types de produits, quoi. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est vrai que depuis le début, on a vraiment essayé d'adapter ce qui se faisait pour les riches, pour tous nos clients. C'est vrai qu'on a tout de suite vu l'utilité du crédit lombard pour développer son patrimoine. Au début, ça a été un peu compliqué à le mettre en place parce qu'il fallait un minimum 1 million d'euros
et demander une ligne de crédit d'1 million d'euros. Puis, au fur et à mesure de notre développement, notre encours au Luxembourg devenant de plus en plus important. Aujourd'hui, on a plus de 300 millions d'encours au Luxembourg, donc forcément, on a plus de poids. On a pu réussir à baisser les tickets d'entrée. Aujourd'hui, on peut avoir des crédits lombards sur une assurance vie à partir de 250 000 euros de crédit. Et grâce à ce nouvel acteur, on peut avoir des crédits lombards même sur un compte titre à partir de 1 000 euros. Donc vraiment, aujourd'hui, ça devient, on va dire, accessible à tout le monde. Et c'était vraiment ça le but, pouvoir proposer du levier à tous nos clients. Après, bien sûr, en fonction de leur objectif, de leur situation personnelle, de leur affinité au risque, on va pas proposer ça, bien sûr, à tout le monde. Ça dépend de la situation de chacun. Tu nous rappelles peut-être comment ça fonctionne concrètement. Donc, on croit un petit peu, tu l'as un peu évoqué et ça se dessine un petit peu, mais en gros, il faut un collatéral pour pouvoir après faire du levier dessus. On garde le collatéral, on est toujours propriétaire jusqu'à la fin. Voilà, si tu peux expliquer aussi par rapport aux frais, aux mécanismes aussi de levier, etc. Comment? Ouais, je peux peut-être déjà rappeler un petit peu la définition du crédit lombard. Historiquement, ça remonte au Moyen Âge. Ça a été inventé par les commerçants italiens de la région de Lombardie, d'où le nom. Ce système de prêt, aujourd'hui couramment utilisé en gestion de fortune depuis des décennies. C'est comme ça qu'une majorité de riches financent leur train de vie quotidien. Pour l'expliquer simplement, le crédit lombard, c'est un crédit accordé contre une garantie. Concrètement, la banque prend tes actifs comme garantie, donc des actions, des obligations par exemple, pour t'accorder un prêt qui va te permettre de faire ce que tu veux. Financer un projet personnel, se verser une rente, avoir un complément de revenu, ou réinvestir juste sur le contrat pour développer ton patrimoine dans le temps. Après, je peux peut-être prendre quelques exemples. Un investisseur qui a 500 000 euros, je peux te partager, si tu veux, un simulateur qui nous permet de vous montrer un petit peu la simulation d'un crédit lombard en fonction du capital initial. Donc là, prenons l'exemple d'un investisseur qui a 500 000 euros. 500 000 euros, pourquoi? Parce que c'est le montant minimal à avoir sur son assurance vie pour obtenir un crédit lombard de minimum 250 000 euros. En dessous de 250 000 euros de crédit, ça ne va pas intéresser les banques de travailler. Sur un compte, ouais. Voilà, en assurance vie. Sur un compte titre, on peut descendre à 1 000 euros. On en parlera peut-être après. Là, le client, on va dire, souhaite utiliser le crédit lombard pour développer son patrimoine, obtenir un complément de revenu, voire, si possible, devenir indépendant financièrement. Donc, avec 500 000 euros, il est quasiment sûr d'obtenir une ligne de crédit lombard si on part sur une allocation équilibrée. Dès qu'on va faire du levier, de toute façon, ça va pas être approprié pour des profils défensifs et pour des profils trop dynamiques non plus. On va limiter le risque. Je pourrais peut-être y revenir plus tard. Donc, on part sur une allocation équilibrée. La banque, par rapport à notre allocation chez Prosper, va nous prêter 70% du capital investi. C'est la LTV, c'est la loan to value. Concrètement, c'est combien la banque va te prêter par rapport au choix d'actions, d'obligations et autres actifs que tu as mis dans ton portefeuille. L'assureur prend aussi une marge supplémentaire, bien sûr, pour que il n'y ait, si possible, jamais d'appel de marge, même en cas de pire scénario, comme on l'a vu dans les années 2000-2008, où les actions ont chuté de 50%. Donc là, le montant de crédit lombard que je vais pouvoir obtenir, ça va être la LTV fois le capital investi. Donc là, 350 000 euros dans ce cas-là. Le rendement d'un profil équilibré, on a fait des backtests avec notre allocation. On a été à 6,9% de performance depuis 1988. Ça, bien sûr, les performances passées ne reflètent pas des performances futures. On ne le répétera jamais assez. Mais voilà. Donc, partons sur cette performance.
Quand tu parles de performance, tu parles de la performance de biens, du collatéral, en l'occurrence les 500 000 euros qui sont sur l'assurance vie, ou tu parles de performance de ce que tu fais avec le montant débloqué? Ça va être la performance du contrat, donc du capital initialement investi, les 500 000, plus les 350 000 que je vais réinvestir sur le contrat. Ok. Les 500, oui, il y a 70% de LTV sur une base 500 000. Ok, 350. Ok, donc tu fais travailler celle-là, c'était 350 000. Voilà. Et tu fais travailler aussi passivement l'assurance vie, les 500 000. Voilà, c'est ça le gros avantage du crédit Lombard, c'est que je mets en nantissement mon assurance vie, mes 500 000 euros de titre, mais il continue à travailler. Contrairement à l'immobilier, des fois on va nantir une assurance vie. La banque va tout placer pour vous sur un fonds euro ou sur une allocation très sécurisée, elle va pas prendre de risque pour vous prêter pour l'achat d'un bien immobilier. Là, au Luxembourg, on va vraiment pouvoir placer, si on le souhaite, 100% en actions, 100% en obligations, en métaux, en crypto, sur toutes les classes d'actifs. On est vraiment très libre. Nous, voilà, on a vraiment diversifié sur plusieurs classes d'actifs qui sont anti-corrélées pour diminuer la volatilité et pouvoir faire du levier de façon bon père de famille, bonne mère de famille, sans trop de risques. Donc les 6,9%, 7%, c'est le taux de rendement final de cette opération, avec les 500 000 en assurance vie backée, collatéralisée, et voilà, les 70% LTV. Est-ce que c'est en termes d'allocation, enfin en termes d'affectation de ces 350 000, là tu parlais notamment de produits financiers, mais est-ce que tu peux aussi les mettre sur d'autres types de choses, enfin même sur, enfin voilà. Oui. Là, l'exemple, c'était quelqu'un qui veut développer son patrimoine, avoir un complément de revenus sur le long terme, mais tu pourrais très bien, sur ces 350 000 euros, en tirer une partie pour un projet d'achat de résidence secondaire ou autre. Je pourrais te prendre cet exemple-là juste après, d'ailleurs, si tu veux. Je te fais l'exemple juste après. Donc là, imaginons 500 000 euros. On obtient 350 000 euros de crédit. On les réinvestit sur le contrat dans cet exemple-là. Le taux du crédit Lombard, donc c'est un crédit variable, hein, le taux du crédit Lombard suit l'ester 1 mois plus la marge de la banque. Je l'ai rappelé ici. Avant, ça s'appelait Léonia. Mais disons que c'est un taux variable. On prend la moyenne sur 1 mois. Et depuis 1994, on a emprunté à une moyenne de 2%, plus la marge de la banque qui est ici, qui va dépendre de combien on emprunte. Donc là, on va emprunter en moins de 500 000 euros. Donc la marge de la banque va être de 1,2%. Puis, si on passe les 500 000, 1%, 1 million, 0,8. Donc, on part sur 3% de coût de crédit qui a été le coût moyen sur ces 30 dernières années. Les frais du contrat, pour 500 000 euros, on est à un petit peu moins de 1%. Si on passe à 1 million d'euros, les frais vont diminuer, on va tomber à 0,8. Donc là, la performance nette de frais que l'on va viser, ça va être 6,9 moins 1%. Et donc, voici l'évolution du capital net de frais et de crédit sur un horizon de 10 à 40 ans. Donc, la première simulation, c'est une assurance vie où on n'a pas fait de levier, on n'a pas pris de crédit Lombard. Et la deuxième ligne, c'est une assurance vie, on a pris du crédit Lombard, donc 350 000 euros que l'on a réinvesti sur son contrat. Donc on voit bien sûr que le levier du crédit va nous être très bénéfique sur le long terme, pour développer son patrimoine dans le temps. Ça va être bien sûr l'allocation d'actifs, le levier et le temps. Parce que finalement tu vas venir booster en fait ta capacité financière avec ce crédit Lombard et le taux, la performance sera toujours au-dessus du taux additionnel que tu vas devoir payer, enfin des frais additionnels. Oui. Même dans les périodes de crise où, on va dire dans les années 2008 ou là récemment avec la guerre en Ukraine où les taux sont passés à plus de 4%, on se demande est-ce que ça vaut le coup d'emprunter
c'est souvent pendant ces périodes de crise où il y a des opportunités, soit sur le marché obligataire, soit sur le marché boursier. Donc, emprunter à 4% plus la marge de la banque, on va dire à 5%, ça peut paraître cher, mais quand on saisit une opportunité sur les marchés où on va acheter des actions en solde à moins 25%, par exemple, ça va très vite rembourser le coût des intérêts sur une année qui aura été un petit peu élevé. Donc, c'est pour ça que cette ligne de crédit, nous, on conseille à nos clients de la garder à vie, de peut-être pas tout tirer d'un coup. On peut y aller progressivement. Mais c'est vrai que quand les marchés s'écroulent, tous les particuliers ont tendance à fuir les marchés, alors que tous les professionnels vont réinvestir toute leur liquidité. Et nous, grâce à cette ligne de crédit, eh bien, on va pouvoir profiter d'opportunités de marché et réinvestir au fur et à mesure des baisses sur les marchés financiers. Cette ligne, justement, tu dis qu'elle est remboursable par anticipation. Est-ce qu'on peut la rembourser par anticipation, la retirer derrière? Parce qu'évidemment, on ferme pas le contrat. On le ferme pas. L'idée, c'est de l'avoir, comme tu dis, de façon indéterminée. Et quelle est aussi la rapidité, justement? Est-ce que pour préparer sur des phases de marché qui peuvent parfois être rapides et violentes, c'est bien de tirer quand même par anticipation et limite de laisser en cash pendant un long moment pour vraiment pouvoir réagir rapidement, ou tu vois, parce qu'il y a aussi le délai entre le moment où tu veux tirer la ligne et le moment où tu peux vraiment le faire, quoi. C'est vrai que nous, notre allocation d'actifs chez Prosper, en fait, on va la faire de façon à avoir, on sélectionne principalement des trackers. On utilise des trackers, des ETF pour investir. Pourquoi? Parce que c'est très liquide. Donc, en temps de crise, à tout moment, on va pouvoir les vendre pour racheter d'autres trackers dans l'heure. Donc, nous, vraiment, c'est un des critères de sélection principal. Quand on va faire du levier, on va avoir une allocation full tracker pour la liquidité. Vraiment, s'il y a 3 facteurs principaux sur qui nous ont permis d'aboutir à cette allocation assez optimale d'un point de vue volatilité, ça va être la liquidité, les frais pour pouvoir à tout moment acheter, vendre dans l'heure. Parce que le coût de ça, si on comprend bien sur cette opération, c'est les frais, c'est 3% par an. Enfin, en grosso modo, c'est ça, hein, le spread plus, Eonia plus la marge. Donc ça, c'est toujours un peu un coût récurrent qu'on garde. Si je comprends bien et si j'entends bien, l'idée, c'est pour pouvoir être réactif, notamment en phase de crise, c'est pas justement de rembourser c'est toujours d'avoir les 350 000 finalement tirés d'une manière ou d'une autre, soit sur des trackers, voilà, pour au moins suivre le marché, mais enfin pas forcément d'ailleurs. Tu peux peut-être le mettre encore plus protégé en cas de crise sur des choses encore plus liquides, peut-être moins rémunératrices, mais ce que tu achètes, c'est pas l'arrendement sur ce que tu déposes à ce moment-là, c'est plus la capacité de pouvoir réagir vite. Et donc finalement d'avoir toujours cette ligne de 350 000 dans ton cas qui est toujours tirée, mais soit soit allouée sur les actifs où tu vas chercher la performance au moment donné, par exemple quand les prix ont bien tanké, soit les laisser complètement dans un support vraiment liquide. C'est ça la stratégie, où tu as vraiment des moments où tu vas rembourser cette ligne. Disons qu'on en discute avec le client si il est un peu frileux par rapport aux conditions actuelles et qu'il a un petit peu peur que les marchés baissent. Bon, après on connaît jamais le futur. Nous, notre conseil, c'est d'être toujours investi sur les marchés. Donc, s'il est convaincu que la stratégie va être bénéfique pour lui sur le long terme, si on emprunte 350 000 euros, on va pas le laisser en monétaire, ce serait dommage, parce que là, on va pas réussir à battre le coût du crédit. Donc, ces 350 000 euros, par exemple, si on investit sur un profil équilibré, on va être à 50% sécurisé, 50% risqué. Donc, on va être au total à 500 000 euros initial plus 350 000, 850 000 euros. Il va y avoir 425 000 qu'on va sécuriser, on va dire, sur des obligations. 425 000 qu'on va investir sur des actions. Si jamais demain les marchés chutent, eh bien, je vais profiter de cette baisse pour rééquilibrer le portefeuille, soit en tirant un peu plus sur la ligne de crédit si on n'avait pas tout pris, mais c'est pas forcément notre recommandation, ça dépend. On en discute avec le client. Soit on va vendre, par exemple, des obligations pour acheter des actions et rééquilibrer le portefeuille en cas de crise. On va vraiment profiter des
des baisses importantes sur les marchés pour faire des réallocations, ce qu'on appelle gestion de crise, et revenir au profil de risque. C'est vraiment ça qui va nous guider. Si on a un profil équilibré, on va dire 50% de risque. Si les actions chutent de 20-25% par exemple, eh bien on va en profiter pour racheter des actions en solde et revenir à notre profil de risque. Je sais pas si j'ai été clair. Si, je comprends bien, mais je comprends qu'il y a une dynamique, une allocation qui est dynamique, qui doit être regardée. Et l'autre chose qui me vient en esprit quand tu décrivais cette situation-là, c'est que en fait, là sur ton exemple, tu as 500 000 d'assurance vie sur lequel tu vas pouvoir emprunter 350 000. Mais en fait, dans ton allocation, là où tu as ton exposition, faut bien comprendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que tu as une exposition pas sur 500 ou 350, mais sur 850 finalement, la somme des deux, et qu'en fait l'allocation de tes actifs, elle doit être double dans le sens où tu as une allocation pour le backup, enfin le collatéral, qui est l'assurance vie en l'occurrence, c'est déjà une allocation en tant que telle que tu dois décider, et puis l'allocation des 350 000 de ce que tu as réussi à tirer avec pour pouvoir le placer sur d'autres choses. Ça, c'est une deuxième allocation qui n'a pas le même objectif, j'ai l'impression, parce que ce que tu veux pour les 500 000, c'est que surtout, ce soit le plus conservateur possible pour pas avoir d'appel de marge ou descendre au-dessus d'un certain seuil. C'est ça que tu demandes, le job que tu demandes à ces 500 000, alors que le job des 350 000 que tu as tiré, c'est au contraire d'aller vraiment en mode agressif, la performance à tout prix au-dessus des coûts des 3%. C'est comme ça qu'il faut voir le truc, quoi. Non, pas totalement en fait. Vraiment, nous, on a une vision globale. Donc les 500 000 ou les 350 000, si on tire une ligne de crédit de 350 000 qu'on la réinvestit, on va investir l'ensemble selon la même allocation d'actifs. Que ce soit le capital initial qui est nanti ou la ligne de crédit qui doit pas descendre en dessous d'un certain seuil, le global va être investi selon notre allocation. Après, on fait des calculs, bien sûr, pour s'assurer que si les marchés actions chutent de moins 50% demain, que la banque n'appelle pas le client parce qu'il y a un appel de marge. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter absolument, bien sûr. D'accord, ouais, donc c'est une analyse un peu séparée, le risque par rapport à ces appels de marge et l'allocation pour aller chercher la performance. Ok. Et on peut peut-être d'ailleurs en parler justement de ce risque-là, appel de marge. J'ai entendu parler d'une clause d'arrosage. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que ça signifie. Tu peux parler justement de comment on construit pour éviter le risque de perdre de la collatéral, ce qui est le pire risque, j'imagine, dans ce genre de cas, quoi. C'est vrai que le risque principal de cette stratégie avec effet de levier, c'est bien sûr de ne pas maîtriser la volatilité du portefeuille et d'arriver en appel de marge. L'appel de marge, c'est quoi? C'est le seuil défini par la banque sous lequel il ne faut pas descendre. Sinon, elle peut exiger de couper la ligne de crédit en vendant tes actifs au pire moment. Donc là, si elle vend ta ligne de crédit en pleine crise, quand les actions ont chuté de moins 50%, ça peut faire très mal. Dans ce cas, on peut tout perdre, tout ou partie de son capital. Donc voilà, avant d'arriver là, la banque va te prévenir que tu es en appel de marge et en gros, il y a deux solutions. Soit tu effectues un versement complémentaire sur le contrat, ainsi ça va repousser le seuil d'appel de marge. Soit il va falloir sécuriser le portefeuille. Donc ça va être au conseiller, à nous de le faire. Où on va vendre des actions pour acheter des obligations pour réduire le risque du portefeuille et ne plus être en appel de marge. Donc chez Prosper Conseil, on a vraiment conçu nos allocations pour éviter à tout prix ce scénario catastrophe et nous avons un coefficient de sécurité qui est quand même très confortable grâce à ce mélange de différentes classes d'actifs anticorrélés qui nous permettent d'avoir une volatilité vraiment très très faible. Par exemple, sur les crises de 2000-2008, on a fait un backtest avec nos allocations d'actifs. Notre portefeuille n'a pas baissé de plus de moins 15% au pire de la crise de 2009. Tandis que les actions monde ont chuté de plus de 50%. Donc on a quand même une marge de sécurité qui est assez confortable et on a une performance, on le voit, qui est quand même très bonne, enfin performance passée, qui est proche de 7%. Et une volatilité 3 fois inférieure aux actions.
Quel est le temps qu'on a pour réagir, pour abonder, verser du capital supplémentaire quand la banque nous le demande? Parce que si ça va très vite dans la journée, à moins 50, j'imagine t'as pas le temps de faire ton virement, quoi. C'est vrai, si c'est moins 50 dans la journée, on risque d'être mal, mais non, ce qu'on a vu là depuis le Covid, c'est vrai qu'en 2-3 jours, les marchés peuvent baisser de 15-20%, 30% le Covid. Mais 50%, ça a vraiment été des crises longues et profondes. On a mis 3 ans pour passer de 0 à moins 50%. Donc là, sur des crises longues et profondes, on aura du temps pour réagir. Sur des crises un peu éclairs comme le Covid, comme les droits de douane au mois de mars, là, effectivement, faut être très réactif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des allocations full tracker, très liquides. Chaque fonds qu'on va choisir, il y a plusieurs centaines de milliards d'encours sous gestion. C'est-à-dire que dans les 5 minutes où je décide de vendre un ETF obligataire, par exemple, pour acheter un ETF action, c'est acheté dans les minutes qui suivent. Donc c'est vraiment le point clé de cette stratégie, ça va être la liquidité avant tout et la volatilité du portefeuille. Donc voilà, c'est arrivé après plusieurs années de recherche, d'optimisation, où on est arrivé à cette allocation d'actifs un petit peu optimale selon ces 3 facteurs. Liquidité, les frais, bien sûr, c'est notre philosophie, et la volatilité. Tu parles un petit peu des différences entre les différents types on va dire d'enveloppes. On a beaucoup parlé assurance vie, compte titre. Tu mentionnais que c'était beaucoup plus accessible à partir de 1 000 euros, mais il doit y avoir des différences aussi dans d'autres types de différences. Oui. Bah déjà pour parler un peu des 2 différences principales entre l'assurance vie et le compte titre. L'assurance vie, c'est une enveloppe qui est capitalisante, qui est assez optimale en termes de succession. C'est le placement préféré des Français après le livret A. On peut transmettre 152 500 euros par bénéficiaire. Donc c'est un très bon moyen aujourd'hui de transmettre une partie de son patrimoine. Et on peut passer d'une allocation 100% sécurisée, 100% risquée, sans aucun frottement fiscal. Le compte titre, dès qu'on va faire des allers-retours, achat-vente, on va être fiscalisé à la flat tax. Ou à l'impôt sur le revenu si on est faiblement fiscalisé. Mais en fonction des objectifs du client, de sa situation, on va pouvoir choisir l'assurance vie ou le compte titre. L'assurance vie, c'est vrai que c'est un petit peu plus élitiste, minimum 250 000 euros de versement initial, minimum 250 000 euros de crédit. On peut emprunter jusqu'à 70% maximum du capital qui est versé dessus, parce que l'assurance vie, c'est plus sécurisé. L'assureur prend une marge de sécurité supplémentaire pour éviter à tout prix l'appel de marge. Le compte titre, on est 100% propriétaire de ces titres, on est en direct avec la banque, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc là, c'est à nous d'être le filet de sécurité. Aujourd'hui, on a trouvé un seul acteur qui permet de faire du crédit Lombard dès 1 000 euros. On peut emprunter jusqu'à 100% du capital investi, voire même plus, mais voilà. Ça, ce sera vraiment en fonction des profils de risque et soumis à validation, mais disons qu'on va pas dépasser pour 98% de nos clients 100% de levier. Ce que tu veux dire sur l'assurance vie, pour comprendre, donc tu parles d'accessibilité, donc 500 000 euros pour l'assurance vie, il faut 500 000 euros de collatéral, d'assurance vie placée dont on est propriétaire. Et sur le compte titre, il faut du 1 000 euros, c'est 1 000 euros d'action totale. Et je peux tirer 1 000 euros de crédit. Oui, à partir de 1 000 euros, tu peux demander un crédit Lombard. Sur le compte titre, c'est très automatisé. Sous 24-48 heures en plus, tu fais ta demande de crédit Lombard en ligne, tu obtiens ta ligne de crédit dans la foulée. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il révolutionne un petit peu la gestion de fortune au Luxembourg. Parce que ça devient accessible dès 1 000 euros. C'est complètement accessible. C'est assez fou, mais c'est vrai que par contre les frais ne vont pas être aussi compétitifs, les frais de courtage, d'achat-vente ne vont pas être aussi compétitifs que d'autres acteurs néobanques qui existent en France. Et c'est pour ça que nous, on a décidé aujourd'hui de ne pas
faire de gestion conseillée sur des comptes titres au Luxembourg en dessous de 100 000 euros. Pourquoi? Parce que il faut qu'on ait au moins 5 fonds sur différentes classes d'actifs pour avoir une allocation sécurisée, peu volatile, et pouvoir emprunter de façon safe, sécurisée, jusqu'à 100 000 euros. Concrètement, tu mets 100 000, tu pourrais obtenir 100 000 de crédit. Mais on n'ira pas en dessous parce que les frais sont pas compétitifs et ça risque d'être plus risqué. Mais concrètement, enfin, si je comprends bien, tu mets même 20 000 euros, tu récupères 20 000 de crédit. Les 20 000 euros en collatéral, bah, tu obtiens, par exemple, si c'est des actions, des dividendes, obligations, des intérêts, peu importe. Et ensuite, toi, tu utilises le Lombard pour tirer de la liquidité, mais après, tu n'es pas obligé de trader sur la même produit que t'as proposé le crédit Lombard. Tu peux aller sur des plateformes avec moins de frais. T'es libre de ce point de vue-là, non? Ah, tu veux dire si tu demandes un crédit à la banque et tu ressors cet argent pour aller l'investir ailleurs ou... Oui, parce que tu mentionnais l'idée que sur le compte titre, les acteurs qui proposaient ça avaient des frais élevés en termes de trading, enfin en termes de transactions. Mais pour moi, t'as pas besoin d'utiliser leur plateforme pour utiliser la vraie, on va dire, le vrai moteur du crédit Lombard, c'est cette capacité d'extraire des prêts, quoi. Bah, disons que ils vont te prêter de l'argent, mais si tu décides de sortir 100% de l'argent qu'ils te prêtent, la plupart vont te dire non. Okay. On n'a pas parlé de l'exemple de l'immobilier de tout à l'heure, mais par exemple, sur l'exemple qu'on avait où on avait 500 000 euros investis, on peut obtenir 350 000 euros de crédit. Sur un compte titre, on pourrait obtenir 500 000 euros. Eh bien, si tu veux sortir ces 350 000 euros pour acheter une résidence principale, il est fort à parier que la banque te dise non. Par contre, sur ces 350 000, si tu dis, je vais réinvestir 150 000 sur le contrat, mais j'ai besoin de 200 000 pour un apport ou pour acheter un bien immobilier, là, il y a de fortes chances qu'elle te dise oui. D'accord, donc il y a vraiment une négociation derrière sur l'utilisation des fonds. Là, c'est non affecté, mais négocié, quoi. Il faut quand même que aujourd'hui, c'est quand même du relationnel avec la banque pour continuer à avoir ces facilités de crédit. Elle veut pas devenir forcément l'option privilégiée pour accéder au crédit immobilier. Elle, ce qui l'intéresse forcément, c'est qu'on réinvestisse une bonne partie du crédit qu'elle nous prête sur le contrat pour qu'elle puisse prélever des intérêts, bien sûr. D'accord. Donc l'idée, voilà, donc comme ce organisme propose du financier, c'est pareil, j'imagine, si tu veux investir une partie en SCPI ou dans une opération, par exemple, d'achat-revente IMO ou autre que ta résidence principale, ça peut se faire de façon négociée, mais il n'y a pas un acteur principalement où qui va t'aider plus que l'autre à faire ça. Disons qu'il y a beaucoup de banques qui refusent les crédits à proprement parler pour l'immobilier, et il y en a qui sont ouvertes, mais la plupart vont exiger quand même qu'une partie du crédit soit conservée sur le contrat. Donc tout dépend de ta surface financière. Si tu places 1 million chez eux, tu pourras facilement tirer sûrement 500 000 euros de crédit pour un projet immobilier, acheter de la SCPI ou acheter un autre type de bien immobilier, du moment que tu réinvestisses une partie chez eux. Ouais, c'est un petit peu le deal. Ok, donc le seuil d'accessibilité, il a un petit peu diminué, si je comprends bien, mais ça reste quand même dans l'approche un produit premium, un peu élitiste, un peu de relationnel avec la banque. On n'est pas encore arrivé à la fluidité totale dans le mécanisme, quoi. Non, c'est sûr, mais ça a quand même beaucoup changé. Hein. Il y a 5 ans, c'était 1 million d'euros le ticket d'entrée. Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est 250 000. Potentiellement même quelques milliers d'euros sur le compte titre. On peut demander une ligne de crédit et en sortir un petit peu. Ça se démocratise quand même de plus en plus. Ça devient accessible, mais c'est pas encore. On fait pas ce qu'on veut non plus avec le crédit accordé. Il faut souvent l'accord de la banque si on veut le sortir tout ou partie du contrat. Ouais. Tu as entendu parler du nantissement de cryptoactifs?
Oui. Et de l'utilisation justement des cryptos en collatéral pour pouvoir avoir du crédit si t'as pas toi-même le profil emprunteur par exemple qui va bien. Est-ce que tu as vu ce genre d'opération? Comment tu vois ça? On l'a vu arriver. C'est vrai qu'on a pas mal de clients aujourd'hui qui ont un beau patrimoine en crypto et qui n'ont pas envie de s'en séparer. On continue à développer notre offre. Aujourd'hui, justement, on travaille avec une banque qui accepte le collatéral de crypto. Le seul problème actuel, on va dire, c'est qu'il faut avoir une certaine diversification dans l'allocation crypto. On peut pas être full Bitcoin. Il va falloir un peu de stablecoin, un peu d'Ether. Voilà, il va falloir peut-être 2-3 cryptos pour que la banque dise, OK, je vais pouvoir te prêter 40% par rapport à tes Bitcoins et par rapport aux autres, voilà, à déterminer. Mais voilà, ça se met en place. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'acteurs en France qui le faisaient. On trouve plutôt des courtiers en ligne qui commencent à essayer de s'y mettre petit à petit. On a trouvé une seule banque suisse suisse luxembourgeoise qui le fait, mais sous certaines conditions. Oui. C'est intéressant cette idée de diversification. J'imagine qu'il doit y avoir dans leurs équipes des gens du coup qui savent analyser les corrélations entre les actifs en se disant voilà, si tu mets tout Bitcoin, c'est beaucoup plus risqué que si tu mets une proportion de 40 Bitcoin, 20 stable, que 20 ETH. Oui. Ils ont l'expertise pour toi de faire ce genre de truc? Ouais, ils ont un expert crypto, enfin plusieurs experts sur le sujet, et c'est pour ça qu'ils ont défini cette répartition-là. Bitcoin, ils sont quand même beaucoup plus confiants parce qu'aujourd'hui, voilà, on le voit bien, c'est accepté de plus en plus par les institutionnels. Tout le monde veut investir sur les nouveaux ETF Bitcoin. Ça a été l'ETF qui a le mieux marché depuis la création des ETF. Donc il y a un certain engouement dans le Bitcoin. Hein. C'est une réserve de valeur un peu comme l'or. Donc ils sont capables de prêter autant que l'or sur le Bitcoin. Par contre, ils souhaitent un minimum de diversification. Donc il suffirait de revendre une partie de tes Bitcoins sur du stablecoin adossé au dollar pour obtenir un prêt auprès de cette banque. Donc comme ça, tu restes dans le monde crypto, tu le mets en collatéral et ça te permet d'investir en financier, en actions, en obligations, sans avoir eu à vendre tes cryptos, parce que forcément, la plupart de ces clients ont investi très tôt, ont des plus-values énormes, et ils n'ont pas envie de passer par la flat tax. Donc on essaye de trouver des solutions et des acteurs qui permettent de répondre à leurs problématiques. Intéressant, ouais. Mais je pense que c'est une bonne façon de finalement de recycler un peu ton collatéral tout en le gardant un collatéral au crypto sur du financier traditionnel, marché financier traditionnel. En revanche, si c'est à mon sens en tout cas emprunter avec du Lombard sur un nantissement crypto pour aller le placer sur du crypto, tu vois, t'as des plateformes aujourd'hui de finances décentralisées qui font 10 fois mieux, en beaucoup plus rapide et beaucoup moins de frais surtout. Donc oui, là, il faudra mieux rester sur des exchanges décentralisés ou autres qui feront bien mieux effectivement que des banques traditionnelles aujourd'hui. Tu disais que tu étais expatrié en début de cette conversation et que ça t'avait amené, enfin tu comprends la logique pour les expatriés. Est-ce que pour eux qui nous écoutent, les non résidents, il y a des choses avec le Lombard qui sont particulièrement puissants? Oui. Comme pour j'ai envie de dire les expatriés et les entrepreneurs, je les mets un petit peu dans la même situation. C'est que ces deux catégories de personnes qui ont du mal à accéder au crédit en général, les banques sont vraiment de plus en plus frileuses à prêter à des clients qui ont des situations un petit peu atypiques. Aujourd'hui, si on n'a pas un CDI en France bien établi, ça peut être un peu compliqué d'accéder au crédit. Alors que pour des expatriés, aujourd'hui, s'ils ont un certain capital initial, on va dire 100 000 euros, eh bien, on va pouvoir accéder au crédit à 100%. On a des solutions aujourd'hui où 100% de nos clients auront un crédit Lombard. Avant, on avait toujours une incertitude en fonction des banques parce que c'était un process qui était très long et fastidieux. Aujourd'hui, c'est automatisé
Et quelle que soit la situation du client, tout ce qui importe à la banque, c'est combien tu déposes chez moi. Si tu déposes 100 000 euros, eh bien, je vais te prêter X% par rapport à ton allocation d'actifs. Donc, pour un expatrié ou un entrepreneur qui a de la trésorerie d'entreprise, mais il ne trouve aucune banque pour se financer, il va mettre sa trésorerie d'entreprise dans une banque, obtenir un crédit Lombard qui va lui permettre de réinvestir dans des projets personnels ou professionnels. Toujours dans la limite de cette négociation quant à l'affectation du crédit, enfin des fonds tirés par le crédit. Voilà, si tu veux acheter une résidence principale en France par exemple, ou acheter en démembré, parce que c'est aussi une des stratégies souvent en fait pour les expats en attendant d'acheter la nue propriété. Et puis voilà, pour être par rapport à l'effet fiscal quand il revient et pouvoir bénéficier de la pleine propriété, ce genre de stratégie, ça implique d'acheter de l'immobilier. Donc on retourne dans la discussion qu'on a dit de négociation par rapport à l'acteur bancaire. Il faudrait qu'il place un peu dans la banque et un peu avec un crédit, quoi. Oui, de la même manière, il devra pas tout sortir. Il faudra qu'il réinvestisse sûrement une partie. Après, il y a une banque qui peut accepter de sortir 100% du capital, mais c'est toujours sous validation de la banque. Voilà, je préfère pas m'engager. Ça peut être possible de sortir tout le crédit Lombard obtenu, mais souvent le taux va être légèrement majoré de 0,1, 0,2 points. Après, je pense que voilà, si c'est sur ça c'est complètement acceptable si derrière on sait qu'on a de la performance, ou on peut finalement réaliser ce qu'on veut faire. Tu parlais des entrepreneurs, est-ce qu'il y a des coûts aussi intéressants, enfin des cas d'usage intéressants pour les entrepreneurs aussi, justement par rapport à la façon au Lombard, ça peut être du coup alloué sur d'autres types acheter des actions par exemple ou autre comme ça. Effectivement, action, c'est action entrepreneuriale, quoi. Oui, un entrepreneur, tout dépend, de sa situation. On a beaucoup d'entrepreneurs. Les professions libérales, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'investir. Ça dépend s'ils sont régis par le code des médecins ou autre. Par exemple, on va être beaucoup plus limité en termes d'allocation d'actifs. Donc, pour ces clients, ça va pas être préconisé. Mais pour des entrepreneurs en SAS, SARL classiques, on va dire, il n'y a pas de contrainte. Après, c'est plutôt quels vont être ses objectifs. On part toujours de là. Si ses objectifs, c'est obtenir de l'argent pour un projet sur une durée de 3 ans, donc il va falloir avoir une allocation d'actifs sécurisée, et on va pas forcément réussir à battre le coût du crédit de 3%. Donc voilà, si c'est plutôt pour des projets moyen long terme où on va pouvoir investir un petit peu plus sur des actifs risqués comme des actions pour aller battre l'inflation, parce qu'aujourd'hui la seule classe d'actifs qui a battu l'inflation sur le siècle dernier, ça a été les actions. Donc en fonction de ses objectifs, s'il a quand même des objectifs plutôt moyen long terme, on va pouvoir lui proposer un crédit Lombard pour utiliser sa trésorerie, lever de la dette et le réinvestir tout ou partie dans un projet personnel où il va pouvoir racheter des actions de son entreprise, d'un concurrent, ou financer l'achat d'un bien, de locaux d'activité ou autre. Est-ce que tu as des exemples auprès de clients que tu as accompagnés, les meilleures utilisations que tu as vues, les plus performantes justement avec le crédit Lombard, et peut-être les pires scénarios qui se sont déroulés aussi? Je pense que pour moi, le meilleur exemple du crédit Lombard, c'est vraiment pour ceux qui sont FIRE, ceux qui veulent être indépendants financièrement. Comme je le disais tout à l'heure, vraiment les deux leviers principaux pour nous, pour atteindre cette indépendance financière, ça va être l'allocation d'actifs, quel pourcentage le client est prêt à mettre sur des actifs risqués sur le long terme, sur des actions, du private equity, des cryptos par exemple. Et deux, c'est la dette qu'il va pouvoir lever. Et donc là, le crédit Lombard va répondre parfaitement à cette problématique. Grâce à son patrimoine financier, il va pouvoir devenir sa propre banque. C'est-à-dire qu'à terme, il va pouvoir se payer un revenu complémentaire et partir à la retraite s'il le souhaite, à partir de 50 ans, si on a atteint l'objectif. Il va nous dire c'est quoi son objectif de rente mensuelle.
Moi, j'ai besoin de, je sais pas, 5 000 euros par mois pour pouvoir partir en pré-retraite. Eh bien, on va faire le calcul par rapport à son profil de risque, quel capital il faut viser. S'il l'a déjà atteint, on met en place une allocation d'actifs qui fait que peut-être dès le mois prochain, il va pouvoir partir en retraite à vie en se tirant une rente complémentaire en tirant sur sa ligne de crédit. Parce que cette ligne de crédit, bien sûr, ce n'est pas un revenu, donc on n'est pas fiscalisé. C'est comme ça que se financent les riches de ce monde. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant pour ce type de personnes qui cherchent une indépendance financière ou juste un complément de revenu, de tirer progressivement sur cette ligne de crédit petit à petit dans le temps et de laisser ces titres nantis qui vont continuer à travailler et à rapporter des dividendes. Là, tu parles dans ce scénario-là, l'idée, ça serait de consommer petit à petit, progressivement, le montant du collatéral, du coup, ou est-ce que ça serait juste avec les intérêts que produit tout ce mécanisme, en fait, des doubles intérêts? Un petit peu les deux. C'est vrai que là, si dès le départ, le client nous dit que la stratégie principale, ça va être d'être indépendant financièrement, on va pas tirer 100% de la ligne de crédit d'un coup. On va tirer peut-être 50% qu'on va réinvestir et garder le reste disponible pour le prélèvement des intérêts trimestriels de la banque, donc qui va tirer automatiquement sur cette ligne de crédit. Donc ça, c'est vraiment très confortable parce que d'autres banques, c'est au client de faire des versements tous les trimestres, c'est très fastidieux. Donc là, c'est automatiquement prélevé sur la ligne de crédit, les intérêts. Donc il faut garder un petit peu de réserve et il faut dimensionner la ligne de crédit restante pour que il va pouvoir tirer, je sais pas, 5 000 euros par mois sur les prochaines années. Après, plus le capital investi va générer d'intérêts, plus on va pouvoir étendre cette ligne de crédit aussi. Donc voilà, c'est un calcul à faire parce que la ligne de crédit, elle est mouvante et plus le contrat, plus les intérêts cumulés vont être importants, plus la ligne de crédit va augmenter, plus on va pouvoir réinvestir en actions, en obligations, ou plus on va pouvoir se payer tous les mois et se verser une rente. Voilà, ça dépend de l'objectif. Et le pire scénario catastrophe, si t'en as vu un se dérouler devant tes yeux, c'était... On l'a pas vu encore, mais disons que sur les premières petites secousses qu'on a vues petites secousses, j'appelle ça le Covid, la guerre en Ukraine, les droits de douane, on a vu des petites baisses au final de 20-30%, contrairement aux années 2000-2008, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand on fait le profil de risque avec un client et qu'on se rend compte quelques mois plus tard que finalement il nous appelle tous les 4 matins parce que il vit assez mal les fluctuations boursières alors que la bourse a baissé que de 5 ou 10% et que lui avait répondu qu'il était prêt à subir des baisses de -20, -30. Donc là, on voit qu'il y a une inadéquation et quand on fait du levier, forcément ça amplifie les amplitudes à la hausse et à la baisse. Donc là, c'est pour moi le pire scénario, c'est que le client c'est jugé averse au risque, averse au risque alors qu'il ne l'est pas du tout. Et là vraiment, il le vit très très mal psychologiquement. Et donc là, on conseille d'arrêter le crédit Lombard, de revenir à une allocation plus sécurisée parce que le client ne le vit pas bien. Donc vraiment, c'est pour moi voilà on peut pas l'adapter à tout le monde. Il faut un minimum on peut pas, un client qui a été 100% sur des livrets bancaires dans une banque traditionnelle ne peut pas passer du jour au lendemain à une allocation d'actifs avec du levier. Il faut y aller progressivement. Donc voilà, on essaye de bien juger de bien poser des questions aux gens pour bien les cerner, mais on peut toujours être trompé par les réponses. Ça, pour moi, c'est un risque principal quand on fait du levier. Ou si on a des clients qui du jour au lendemain leurs objectifs changent. Au départ, ils nous disent j'ai que des objectifs à long terme, aucun projet court terme. Puis finalement, on a mis en place toute la stratégie. Puis 6 mois après, ils nous disent finalement, je vais acheter une maison, j'ai besoin de 100 000 euros. Ah, bon,
c'est compliqué, mais on va adapter la stratégie, mais il faut pas qu'il y ait eu de krach boursier entre temps. Voilà, c'est toute la complexité du métier. C'est clair, ça doit pas être, ça doit être intéressant à vivre tous les jours. Oui, ouais, c'est. Tu disais qu'il y avait assez peu de, on va dire de référencement ou d'informations sur le Crédit Lombard. Quelles sont pour toi les meilleures ressources pour les gens qui veulent creuser un peu plus ce sujet? Aujourd'hui, il y a Nicolas Decodin et Ludovic Chapuis qui ont cofondé le site Avenue des investisseurs et Prosper Conseil. C'est vrai que c'est une très bonne source de documentation c'est un des premiers sites de finances personnelles. Il y a quelques articles sur le Crédit Lombard, la vente sur titre, qui comparent un petit peu les deux. Sur le site Prosper Conseil aussi, il y a quelques articles sur l'assurance vie au Luxembourg, les avantages entre le compte titre, l'assurance vie, le Crédit Lombard. Après, je sais qu'il y a aussi quelques acteurs qui ont commencé à faire du contenu dessus, comme Finari qui a fait une vidéo aussi assez courte sur le Crédit Lombard. Mais c'est à peu près tout ce que je connais aujourd'hui comme contenu. Il y a pas grand chose encore. Ouais, c'est complètement, c'est encore bien confidentiel. Et si les gens veulent te rejoindre pour en discuter de leur situation en particulier, c'est quel le meilleur canal? Le meilleur canal, ça va être d'aller sur le site Prosper Conseil. On a une page où il y a le contact. Ils peuvent nous contacter directement sur le site. Et là, ils rentrent leurs informations et ils peuvent même dire s'ils souhaitent être mis en relation avec un conseiller en particulier ou autre. Puis là, c'est mon directeur André qui va faire après la répartition des profils clients en fonction des disponibilités des conseillers ou des demandes du client. Ok, parfait. Je mettrai de toute façon dans les liens de l'épisode, je mettrai dans les notes de l'épisode un lien direct. Je pense que ça sera investisseur40.com/ on peut dire peut-être Prosper, je dirais. Okay. Comme ça renverra directement sur ça et ça permettra aux gens peut-être de dire je veux parler avec Ronan justement. Donc voilà, c'est cool. Merci beaucoup pour cet éclaircissement et bravo pour on voit que tu es passionné par le sujet et que du coup tu prends ça à bras le corps. Et je pense que ça va évoluer aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les mois, les années qui viennent parce que ça va sûrement se développer d'une manière ou d'une autre. Oui, je pense que c'est que le début et les gens s'intéressent de plus en plus à la gestion de leur patrimoine, donc c'est une très bonne chose. Ils voient que la dette de l'État français augmente. Certains ont un peu peur de cette situation qui empire, et donc il faut prendre en main ses finances. Il faut diversifier son patrimoine, et c'est vrai que d'investir une partie de son patrimoine à l'étranger, avoir une ligne de crédit Lombard en fonction de ses objectifs, ça peut être vraiment intéressant en fonction de chacun. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli et vraiment au plaisir d'en rediscuter. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, qui peut être complexe. J'espère que je suis resté plus ou moins pédagogue et que je suis pas rentré trop dans les détails, mais au plaisir de rééchanger sur ce sujet en tout cas. Clairement. Merci beaucoup Ronan, à bientôt. Merci, à bientôt. Paco. Salut. Ciao. Si tu as aimé cet échange, je te recommande l'épisode 118 avec Nicolas Decodin, fondateur de Prosper Conseil, où on parlait de la construction d'une stratégie d'investissement pertinente. Ça devrait te plaire. Bonne découverte.